Bonsoir à tous, merci d'être présents et surtout un grand merci à Didier Willery et Pascal Garbe d'être parmi nous ce soir. Nous vous en sommes très reconnaissants parce que c'est toujours beaucoup de travail de faire toutes ces présentations et c'est vraiment gentil de vous libérer comme ça pour nos membres. Alors ce soir, nous sommes heureux de pouvoir aborder un sujet léger, heureux, coloré et tout à fait de circonstance, puisqu'on est tout le monde est un petit peu occupé à bichonner son jardin, à faire ses petites plantations. Et donc, votre sujet est tout à fait de circonstance et de saison. Alors, ce soir, vous allez nous parler des plantes belles et comestibles, celles qui nous font du bien pour l'âme, pour la santé, pour le moral. C'est un sujet que nous n'avons jamais abordé. Donc, nous sommes vraiment très, très contents de vous avoir parmi nous. Alors, vous avez l'habitude de travailler ensemble. Ça fait 30 ans que vous partagez cette passion commune de la nature, des plantes, des fleurs, enfin de toute cette belle nature qui nous entoure. Et vous avez écrit plusieurs livres ensemble, Tout se mange dans mon jardin, Dingue de plantes, toutes les plantes pour toutes les envies et situations. Donc, vous avez déjà eu beaucoup de littérature sur le sujet et vous avez l'habitude d'animer donc des conférences à deux. Alors, Didier, vous êtes passionné par la diversité végétale ornementale et comestible et vous collectionnez depuis toujours des variantes insolites et méconnues dans votre jardin des Hauts-de-France. Vous êtes pourtant journaliste et photographe de jardin, mais donc c'est cette passion qui prend un peu, j'ai l'impression, la priorité dans votre vie. Vous avez écrit de nombreux livres, notamment L'Ami des jardins, Jardin d'Éden, etc. Donc vraiment beaucoup. Vous êtes responsable éditorial du domaine jardin aux éditions Ulmer et vous êtes le responsable botanique du jardin de Vastérival, qui est un des plus beaux jardins de France en Normandie. Et dans ce jardin, vous perpétuez l'œuvre engagée depuis 60 ans par la princesse Greta Sturza. Et en Belgique, vous êtes un proche conseiller de Catherine Duroy, Van Kempenhout, oui, qui a une très belle propriété avec un magnifique jardin. Moi, je ne l'ai jamais visité, mais j'ai déjà eu des échos extrêmement positifs sur c'est plus qu'un jardin, c'est un véritable parc. Et donc, vous la conseillez pour son parc. Ensuite, Pascal. Alors, vous avez également la passion des plantes, de la nature, des fleurs. Vous êtes jardinier paysagiste, mais vous êtes également amateur de bonne cuisine. Et donc, vous mixez un petit peu vos deux passions et vous essayez de faire rentrer dans l'assiette des plantes à la fois belles, comestibles et délicieuses. Vous êtes directeur des jardins fruitiers de Lakenexy, près de Metz. Voilà. Vous êtes également auteur de nombreux ouvrages et vous êtes président de plusieurs jurys de concours internationaux à travers le monde. Et en 2011, vous avez été élu personnalité internationale jardin et tourisme de l'année par la conférence Jardin et tourisme du Canada. Donc, nous sommes très heureux d'avoir face à nous deux sommités en matière de plantes, jardins, plantes comestibles, etc. etc. Donc, je vais vous laisser la parole. Vous allez nous enrichir de toutes ces belles et bonnes choses. Et donc, si les participants souhaitent poser des questions, ils le feront via le bouton discussion ou chat. Et donc, on abordera les questions après votre présentation. Voilà, je vous laisse reprendre la main pour votre présentation PowerPoint et je vous laisse également la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Très bien, merci à tous d'être présents. Donc, effectivement, on va lancer la présentation PowerPoint et puis on va essayer de converser avec Didier. Ça nous fait très, très, très plaisir de passer la frontière. Et puis, avant tout, on est des passionnés de jardin, aussi bien Didier que moi, à travers le monde. Donc, c'est toujours un grand plaisir. Et on remercie Dominique, avec qui moi j'ai eu la chance de faire une partie de mes études à Jean Blou, donc d'avoir eu l'idée de nous inviter parmi vous ce soir. Alors, je vais lancer le PowerPoint. Voilà. Il arrive, le voici. Voilà.
Je te laisse lancer, Didier. Alors, Belle et comestible. L'idée de ce livre, c'est donc de rassembler des plantes qui jouent sur les deux tableaux. Parce qu'on peut noter aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, l'importance des jardins, c'était surtout, on considérait surtout les jardins décoratifs. Et le comestible n'avait sa place que dans un potager, dans un coin du jardin, souvent même un coin reculé. Or, aujourd'hui, la plupart des jeunes qui viennent au jardin viennent par le côté comestible et par la permaculture. Et ils ignorent complètement tout le côté ornemental et décoratif du jardin auquel nous sommes très attachés depuis des années, des dizaines d'années. Et alors, en recherchant, on a trouvé quand même un certain nombre de plantes, il y en a plus d'un millier dans le livre, qui font un pont, qui jettent un pont entre ces deux aspects de l'horticulture et du jardin. Et on s'est dit, ben, pourquoi pas, de toute façon, pourquoi pas manger des belles choses, manger des belles plantes ou cultiver des beaux légumes, des légumes plus beaux que les autres, d'un point de vue nutritif et d'un point de vue saveur, c'est très souvent pareil. Euh, et puis, progressivement, en continuant dans cette idée, on a trouvé que beaucoup de plantes que l'on installe dans nos jardins décoratifs sont également comestibles. Et là, on a découvert, surtout Pascal a découvert énormément de saveurs insolites et méconnues, et donc mis au point progressivement des recettes très intéressantes. Juste avant de repasser la parole à Pascal, je vais en profiter pour euh, euh, faire un petit clin d'œil à Yelena de Belder qui a ouvert beaucoup la voie, puisque c'était ce qu'on pourrait qualifier aujourd'hui d'ethnobotaniste, c'est-à-dire quelqu'un qui non seulement connaissait les plantes et toutes leurs variétés, mais connaissait également tous leurs usages et leurs utilisations culinaires ou utilitaires. Et donc, Yelena et les écrits qu'elle a laissés, notamment le livre La saveur des fleurs qu'elle avait écrit avec Elisabeth de Lestrieux, reste un pilier de nos bibliothèques. Bravo Dominique. Je vois que c'est aussi un pilier de ta bibliothèque. Voilà. Et c'est vraiment un livre dans lequel on puise toujours des informations et donc que nous avons traduit sur place d'abord dans nos jardins respectifs, celui de Pascal et le mien, et puis que nous avons réinterprété dans ce nouveau livre. C'est ce que je voulais dire à un moment, Didier. C'est vrai qu'on va nous poser la question, certains, c'est est-ce qu'on est novateur ou est-ce que c'est la première fois qu'un ouvrage est fait? Non, bien évidemment, il y a eu plusieurs ouvrages. Alors, tu as parlé de Yelena, dont tu étais très proche. Moi, je peux me permettre également de parler de Christopher Lloyd à Great Dixter, qui est vraiment quelqu'un qui a beaucoup travaillé. Et ça devient un petit peu tendance. Alors, l'idée du livre, pour vous amener dans les secrets, germait dans nos têtes depuis un petit moment. On a commencé à l'écrire, à y travailler en novembre 2019, et puis les événements de 2020 ont fait que le livre a été écrit très vite et que les photos ont été faites. Alors, moi, je serais tenté de dire quelque chose de très important, parce que pour les personnes qui nous écoutent ce soir, c'est manger des fleurs, hein, manger des plantes, manger des fleurs. Il faut oser. Il y a encore quelques années, on allait dans certains grands restaurants et vous aviez des plats très bien composés. Vous aviez une fleur qui était posée au bord de l'assiette et on ne savait pas véritablement si cette fleur, elle participait véritablement à l'expérience culinaire, si même elle était comestible ou encore si est-ce qu'elle amenait une certaine sensation culinaire. Donc, il faut oser vous créer votre propre jardin comestible et également votre propre palette végétale en fonction de ce que vous aimez. Le but du jeu, c'est pas de manger tout et n'importe quoi, c'est de vous faire plaisir. Le jardin, c'est quelque chose où c'est un lieu de plaisir, c'est un lieu où on passe de très bons moments. Et si on peut, comme on le fait nous systématiquement, Didier et moi, avoir quelque chose de très beau dans son jardin et puis après très beau dans son assiette et puis très bon lorsque on le déguste, là vous aurez tout gagné. Donc ce qui nous amène globalement à vous parler d'un jardin beau à croquer,
parce que nos deux jardins qui sont radicalement différents dans leur approche, dans leur style, etc., ont un point commun, c'est qu'ils sont effectivement beaux à croquer. C'est pratiquement… alors Didier n'est pas aussi extrémiste que moi là-dessus. Moi, j'ai commencé pratiquement à virer tout ce qui ne se mangeait pas pour ne garder que des choses comestibles. Didier a encore quelques travers, mais je travaille un petit peu sur l'idée de l'évangéliser, de lui faire retirer toutes les plantes qui ne sont pas comestibles. Non, je dois dire que Pascal n'a pas encore tout compris comment les végétaux fonctionnent dans la nature. Comestibles ou pas comestibles, les plantes forment des communautés qui correspondent à la fois au terrain et au microclimat. Et donc, il est important pour moi de continuer à mélanger toutes les plantes qui sont compatibles entre elles, qu'elles soient comestibles ou non, puisqu'elles se rendent mutuellement souvent des services et elles fertilisent le terrain, elles éloignent les parasites, etc. Et ça, quel que soit leur aspect comestible ou non. On verra un tout petit peu plus tard quelques interactions comme ça entre plantes comestibles et autres. Mais par exemple, on parle souvent de l'exemple de la lavande avec les rosiers. Voilà, bon, Pascal va me dire, mais de toute façon, les deux sont comestibles. C'est vrai qu'on peut manger ces rosiers et on peut manger ces lavandes. Mais il y a énormément de choses comme ça, même les graminées, alors que l'on peut planter soit par touffe isolée ou soit en colonie ou en faire complètement les trames des massifs, comme c'est le cas dans mon verger, c'est la photo en bas à droite. Les graminées qui forment une trame aident beaucoup les autres plantes puisque souvent elles ont des enracinements très profonds et vont chercher l'eau en profondeur pour les autres plantes. Donc, ce sont des plantes très importantes, même si elles ne sont pas comestibles. Je ne veux pas dire, mais un gigot au foin, c'est quand même pas mal. Hein. Oui, c'est aussi… Donc, voilà. Si on fait sécher Oui. l'herbe, on fait un petit gigot au foin, cuisson douce, etc. C'est quand même vachement bien. Oui, bon. Mais sinon, les aconites et les delphiniums, c'est quand même très beau dans les bouquets. Voilà. Alors, même si ça ne se mange pas. Blague à part, là, Didier, tu dis quelque chose d'intéressant. On a failli perdre un lecteur, enfin, une lectrice il y a 7 semaines. Ne mangez pas tout et n'importe quoi. Si vous ne connaissez pas les plantes, évitez de manger des fleurs que vous ne connaissez pas. C'est très, très important. Certaines peuvent être extrêmement dangereuses. Et on a eu le cas là, il y a 3-4 jours où quelqu'un qui nous suit sur notre page Facebook m'envoie une photo en me montant un très bon gâteau qu'elle avait décoré avec des fleurs de delphinium qui sont toxiques. Et ça peut être quand même très, très dangereux. Donc, assurez-vous, et c'est pour ça aussi que je dis que j'essaye de supprimer les plantes qui sont notamment toxiques. Je ne parle pas uniquement de celles qui ne sont pas comestibles, mais celles qui peuvent être toxiques du jardin, parce qu'on n'est jamais à l'abri. Alors moi, j'ai souvent mon fils qui a 19 ans, qui, quand il reçoit des copains, il veut leur faire manger des fleurs, etc. Et souvent, il m'envoie des photos, ça je peux manger, ça je ne peux pas manger, etc. Si dans votre jardin, vous êtes un gourmaculteur compulsif ou une gourmacultrice, vous pouvez globalement avoir un très, très beau jardin avec une majeure partie de plantes qui se mangent. Mais il faut vraiment que vous connaissiez chacune des plantes que vous allez utiliser pour justement faire en sorte de ne pas avoir d'erreur. Et c'est pour ça que dans les deux photos là, que vous avez, qui sont des photos prises dans le jardin Didier, on a des savants mélanges où on va retrouver des tas de choses qui se mangent. Sur la photo de gauche, on a des pommes qui sont noyées et il y a des fougères dont les jeunes crosses sont absolument délicieuses. Il y a énormément de choses qui vont se grappiller, qui vont se manger tout au long de la saison. Et puis aussi, on a des étages qui se succèdent parce que des choses qu'on ne va pas forcément voir au moment où on a pris la photo étaient comestibles plus tôt ou plus tard. Parce qu'on va manger tout au long de l'année, tout au long de la saison, on essaye de pouvoir manger des choses.
Oui, l'idée qu'il y a dans ces deux photos, c'est vraiment l'idée du mélange des plantes, hein. Vraiment plus de ségrégation, avec l'idée du jardin à la fois beau et comestible. On abolit toutes les ségrégations entre potager, verger, ornement, jardin de roses ou jardin d'aromatiques. Tout est mélangé. À mon avis, alors ça n'engage que moi et je ne veux vexer personne, mais c'est complètement stupide, par exemple, de faire un jardin d'aromatiques, puisque on gaspille en quelque sorte toutes les vertus de ces plantes qui sont excellentes quand elles sont mélangées à d'autres. Par exemple, sur la photo de gauche, vous apercevez des petites têtes d'ail rondes. C'est une photo prise au mois de juillet. Et cet ail décoratif, mais aussi comestible, puisque tous les os sont comestibles, sont plantés, cet ail est planté au pied de vignes. Alors, j'ai des vignes dans le nord qui donnent du raisin chaque année, mais qui au départ ont été malades. Sauf que quand j'ai commencé à planter de l'ail au pied, toute trace de maladie a complètement disparu. Plus d'oïdium, plus de rouille, et les productions sont bonnes tous les ans. Alors, cette ail est installée dans un système qui mime une prairie avec des graminées naines, avec plein d'hôtes vivaces, avec quasiment zéro entretien par an. Autrefois, cette parcelle qui fait à peu près 15 mètres de long sur 2 mètres de large me demandait grosso modo une demi-heure de travail chaque semaine, hein. C'était cultivé en un mini potager et ça demandait vraiment pas mal de travail. Et donc, la moyenne à l'année, ça fait en gros une demi-heure par semaine. Maintenant, c'est une demi-heure par an. C'est-à-dire que l'entretien est simplement réduit à une fauche des éléments secs au mois de décembre et tout repousse à partir de janvier, comme dans un écosystème, comme dans une prairie fleurie. Et les pommiers qui sont là également en première ligne, ce sont des pommiers en cordon bas. Les fougères qui se sont semées au pied naturellement donnent une très très bonne ambiance. Leur odeur repousse pas mal de parasites. Il y a aussi des aromatiques, des menthes, l'origan qui poussent dessous, et puis d'autres eaux qui sont plus précoces qui passent au travers. Donc ce mélange-là fait que depuis 30 ans que les pommiers sont installés, eh bien, ils n'ont jamais eu la moindre goutte de produits chimiques et ils produisent beaucoup chaque année. À droite, pardon, c'est une plate-bande temporaire au potager, mais là aussi basée sur un mélange. Voilà les bêtes à cardes qui donnent des côtes très colorées, mélangées à des capucines où tout se mange dans la capucine, les fleurs, les feuilles, les boutons floraux que l'on peut faire mariner comme des capres. Dessous, on aperçoit un petit peu de la sauge dorée, et puis dessus, les grandes plantes à feuilles pourpres c'est du shiso. Ah, C'est une plante asiatique aux saveurs très fortes. Pascal pourra nous en parler davantage. Côté exotique, on y arrive sur la photo suivante. le shiso, c'est une plante extraordinaire, hein. C'est une plante qu'on trouve beaucoup dans la cuisine japonaise et vraiment qui est une plante que vous devriez avoir dans votre jardin parce qu'avec une saveur qui est époustouflante. Les jeunes pousses de shiso sont fantastiques en salade, pour hausser un poisson, etc. Donc, c'est effectivement très, très intéressant. Dans les jardins d'ornement, on appelle ça la périlla de Nankin, et c'était une annuelle traditionnelle, encore cultivée en serre et qu'on trouve souvent chez les horticulteurs ou dans les jardineries en ce moment avec les pétunias, les pélargoniums, etc. En France, c'est une plante qu'on a beaucoup utilisée également en fleurissement, pour le fleurissement des villes, qui était vraiment intéressant. Ce qui est assez intéressant dans ces deux images, l'une du jardin Didier, d'une partie du jardin Didier et l'autre d'une partie de mon patio, c'est que même dans un tout petit espace, on peut avoir énormément de plantes qui se mangent, qui ont un intérêt gustatif, et qu'on peut cultiver. Et la structure que Didier a réussi avec les buis permet justement de cadrer et de donner un certain ordonnancement, parce que c'est vrai, tout à l'heure, on en discutait avec Dominique avant de lancer la conférence. C'est qu'on peut être un peu rassuré par avoir des lignes de potager bien faites ou des structures bien dessinées. Donc, une simple bordure de buis ou même d'autres plantes permet de pommiers qui peuvent être en cordon comme dans l'autre partie du jardin de Didier, permet tout simplement effectivement d'arriver à un espace à la fois ordonné mais également fouillis. Et puis, effectivement, sur les pots, si vous n'avez qu'une simple terrasse, qu'un petit balcon, on peut
peut avoir des choses très, très intéressantes. Là, c'est un mélange alors, de plantes qu'on ne va pas forcément consommer, puisque même si elles sont comestibles et que c'est une des plantes les plus consommées au monde, comme par exemple le taro qui est au milieu de la photo, il y a un bégonia qui n'est pas en fleur, mais qui est extraordinaire, parce que la fleur de bégonia, et toutes les bégonias vont se manger, sont intéressantes parce qu'elles ont un goût acidulé proche de l'oseille. Et ça, pour rehausser une salade ou sur un carpaccio de poisson, ça peut être absolument, absolument fantastique. Alors, j'ai pas. Hop. On y va. Oui, on va aller plus vite parce que sinon, on va vous garder jusque demain matin à 8 Voilà, h. Vous allez prendre le petit déjeuner avec nous. On rejoint sur ces deux images voilà, des choses qu'on a déjà dites, c'est-à-dire le mélange des fleurs pour qu'il y ait toujours quelque chose d'intéressant à chaque endroit et avec un entretien minimal. Donc, sur la gauche, c'est une autre vue un petit peu plus loin que le potager. C'est plutôt une des parcelles où il y a des petits fruitiers et des framboises. Et puis à droite, c'est à nouveau la vue des vignes avec l'ail. Et là, vous pouvez vous apercevoir comment voilà, la trame de graminées, des Stipa autumnalis, avec des mauves qui sont également comestibles, avec des origans qui se ressèment, des calamans. Donc, il y a énormément de choses comestibles et mellifères parce que ça attire énormément d'insectes et c'est une biodiversité incroyable. Tout ça pour un minimum d'entretien, hein, je rappelle. Et c'est vrai que l'ail est vraiment une des plantes les plus fantastiques qu'on puisse trouver, parce que les fleurs d'ail sont absolument remarquables. Manger des plantes, oui, manger des plantes, nous on adore ça. C'est pas forcément dans l'esprit de tout le monde au niveau du jardin. Parce que on a parfois des réticences. On mange des légumes, mais manger des fleurs, manger des feuilles, etc. C'est absolument, voilà, ce sont des choses qui sont parfois assez étonnantes. Alors là, il y a quelques idées que vous allez pouvoir glaner, que vous allez retrouver dans le livre. Et puis il y a même des photos exclusives, puisque la photo en haut gauche n'a pas été publiée dans le livre, la tarte aux fleurs. Elle le sera dans l'Ami des jardins de juillet. Voilà. Et par exemple, dans les fleurs qui se mangent, c'est la photo en bas. Je ne sais pas si on voit mon pointeur. Oui, très bien. Donc, la photo de la fleur de fuchsia, elle se mange et elle est absolument fantastique également. Vous pouvez le manger sucré ou salé. Là, elle est préparée avec une mousse de poisson. Si vous n'êtes pas forcément cordon bleu et que vous avez du fuchsia, vous pouvez le faire par exemple avec un houmous ou avec une mousse sucrée. Et ça, c'est absolument fantastique. Ce qui est important, c'est surtout si vous avez un petit jardin, c'est de cueillir juste le bon nombre. Alors, sur la photo prise à droite, c'est véritablement, si vous avez 10 convives, ce n'est pas la peine de couper toutes les primes verts que vous avez dans le jardin, mais prenez juste 5 fleurs ou 10 fleurs. Pareil, moi, en ce qui me concerne, quand je fais des cueillettes et que j'ai des amis qui viennent manger à la maison, toutes les plantes sont cueillies une à une, exactement sur le nombre dont j'ai besoin, soit pour décorer, soit pour mettre en valeur une salade ou agrémenter un plat. Et une chose assez intéressante, puisque c'est la pleine saison, c'est pour ça que j'ai mis cette photo, c'est la bonne préparation. Beaucoup de plantes que l'on présente dans le livre, et dans le livre, vous allez retrouver comment les consommer, les consommer crus, les consommer cuites, etc. Mais c'est d'avoir la bonne manière pour les préparer. Et là, je vois pareil, sur les asperges, beaucoup de personnes ont l'habitude, j'avais une discussion hier animée avec des amis anglais qui disent les asperges, on les fait soit à la vapeur, soit à l'eau. À la vapeur ou à l'eau, on va perdre la texture et véritablement la saveur de l'asperge. On aura quelque chose de très intéressant en bouche, mais pas plus que ça. Tester au barbecue, une asperge au barbecue, c'est absolument extraordinaire. Alors une recette, c'est pas dans le livre. Vous préparez de l'eau eau bouillante dans laquelle vous mettez une grosse pincée de sel, une grosse pincée de sucre et un demi-verre, une petite tasse à café par exemple de vinaigre, d'un vinaigre pas très fort. Vous laissez vos asperges cuire pendant 2 minutes, pas plus. Hein, c'est vraiment pour les attendrir. Et après, vous faites cuire ça au barbecue. Vous verrez, vous ne mangerez plus jamais d'asperges cuites d'une manière traditionnelle.
Donc, c'est aussi ça dans le livre, on vous a mis effectivement ces types de recettes. Ça, c'est une recette qui nous vient, enfin, qui est un hommage en fait à Michel Brasse, que Michel a appelé le garbouillou en référence à mon nom. Où on a, alors sur cette assiette-là, je ne les ai pas comptées, mais globalement, il y a une cinquantaine, on arrive jusqu'à 70 plantes dans l'assiette. Et généralement, dans ce type d'assiette, il n'y a pas d'huile, pas de vinaigre et pas de sel. Alors, on amène la touche salée, par exemple, avec ces petits grains noirs qui sont tout simplement des olives qu'on va faire sécher pendant 24 heures à 80 degrés. Vous laissez ça au four et puis après, vous les mixez. Ça va être véritablement, ça va vous amener la touche salée. Et puis après, en multipliant les plantes, mais on va les revoir tout à l'heure, par exemple, l'oxalis qui est ici, qui a un goût légèrement acidulé, la feuille de capucine qui a un goût poivré, le radis qui, si on l'arrose pas, va avoir un goût très piquant, et ça peut être quelque chose de très, très, très intéressant dans une assiette, d'avoir un radis piquant. Là, c'est la peau de tomate qu'on va laisser sécher, pareil, globalement à 70-80 degrés pendant allez, 1 heure et quart, et vous allez avoir quelque chose d'extrêmement croustillant. Et dans une assiette comme ça, en mélangeant que des feuilles, que des fleurs, vous allez avoir une sensation gustative en bouche, mais qui va être extraordinaire. Parce qu'on va avoir du croquant, on va avoir du piquant, on va avoir des choses acidulées, on va avoir des choses plus douces, et globalement, on n'a pas besoin de mettre de vinaigre. Alors ça, c'est un de mes combats sur Internet, d'arrêter d'agresser les tomates avec du vinaigre. Une bonne tomate, ça se mange en vinaigre. Et là, je peux témoigner, chaque bouchée est une explosion de saveurs, hein. Chaque bouchée est différente de l'autre et ça n'a l'air de rien, ça a l'air très léger, mais franchement, quand on a mangé son assiette là, on est rassasié. Et ça, c'est avec une cueillette globalement d'une journée, enfin, prise un matin. On va y revenir tout à l'heure. Et on n'a pas abîmé le jardin, oui. Voilà, on a juste cueilli le nombre de fleurs. Tout à l'heure, vous l'avez peut-être vu sur la photo un petit peu générique qui s'appelait Manger des fleurs. Moi, j'utilise des petits moules à faisselle en plastique. C'est-à-dire que je cueille toutes mes plantes. Elles sont, moi, comme Didier, on ne traite pas, donc pas besoin de laver les plantes. On les met juste dans ces petites faisselles et on dresse ça de manière assez artistique et c'est plutôt sympa. Alors, c'est vrai qu'on pourrait vous parler de plantes et de recettes et de cuisine pendant des heures et des heures et des heures. Nos plantes préférées, là, on s'est battu pour savoir combien de plantes préférées il y avoir, parce que moi, j'avais fait une liste de 12, Didier en a fait 17, et puis après, on s'est dit, ah bon, on a oublié ça, ah oui, on a oublié ça. Bon, dans le livre, vous allez en retrouver 1000, même un peu plus. Donc, voilà, on va vous en présenter 5-6 juste pour vous donner l'eau à la bouche et pour vous donner envie d'en savoir plus avec le livre ou par vous-même. Je commence? Je ne sais pas par laquelle. Bah oui, sur celle-là, oui, c'est pour toi. C'est juste pour toi. Ça. Ah, bah oui, bah voilà. Alors, trois de mes plantes préférées sur ces images. Là, sur l'image de gauche, eh bien, on a la prime vert qui est encore en fleurs en ce moment, la prime vert à tige. Il y a 4 plantes sur la photo, mais je veux pas te. Oui, il y a 4 plantes, mais la quatrième, je la consomme moins, mais c'est vrai. Voilà. Alors, un petit granité à l'aspérule avec un verre de champagne, c'est quand même top. Et voilà, il me dit qu'il faut aller plus vite, mais après, c'est lui qui me coupe. Donc, sur la photo de gauche, la prime vert qui est délicieuse, à la fois la fleur ou la jeune feuille, à condition, bien sûr, de ne pas être allergique. Je dis ça parce que j'ai une amie qui est complètement allergique aux primes verts et donc il faut faire très attention. Mais c'est très bon et c'est très coloré. Et il y a une gamme de fleurs vraiment très, très large. Et puis, avec les jeunes feuilles de cette oseille sanguine, Rumex sanguineum, qui est une petite plante que j'ai introduite en France dans les années en 88 ou 89.
dans les premières pérégrinations en Angleterre, dans une petite pépinière. Et Ouais. voilà, ça, c'est une oseille qui se ressème volontiers. Alors, sur l'autre, la photo de droite, c'était, elle revient, elle revient, elle Voilà. revient. Oui. C'est une oseille, aussi une oseille qu'on appelle oseille à bouclier, Rumex scutatus. C'est une sélection à feuilles complètement argentées qui s'appelle Silver Shield et qui est vraiment remarquable. Des petites touches acidulées. Voilà, on n'a pas les grandes feuilles des oseilles traditionnelles. C'est juste comme des petits bonbons. Même au jardin, elle est déjà bien en végétation depuis plus d'un mois, donc je n'ai déjà cueilli beaucoup. À chaque petite promenade dans le jardin, on peut en cueillir, mais on peut évidemment mélanger ça à une salade ou alors en déco dans une assiette, en déco que l'on peut manger. Et alors, elle est noyée ici dans l'aspérule odorante, une petite plante de sous-bois dont on fait des bouquets pour parfumer le linge ou le vin, pour faire le fameux vin de mai, ou Pascal a d'autres recettes également pour ces deux plantes. Alors, la spirule, c'est vrai que c'est une plante qui est assez intéressante, mais qui va avoir un parfum beaucoup plus développé une fois qu'on l'aura fait sécher. Contrairement à d'autres plantes qui se Aux mangent autres que l'on mange fraîches. fraîches. Donc voilà, et les oseilles sont assez intéressantes pour donner ce petit goût acide, ce petit goût acidulé qu'on va retrouver dans un méclin, dans une salade. Voilà, c'est assez intéressant. Faut pas en abuser Non, un peu, mais pas trop. à cause de l'acidité, mais c'est intéressant pour exciter un petit peu les papilles. Ça aussi, c'est pour toi. Ah ben ça aussi, c'est pour moi. Alors, j'adore les ronces, d'abord parce que ça donne en général des bonnes mûres, et puis certaines ont des atouts secondaires. Par exemple, à gauche, la ronce du Japon, Rubus phoenicolacius, a un très joli bois rouge, donc ça donne des écorces, des massifs vraiment somptueux en hiver, et puis des framboises légèrement acidulées qui viennent au mois de juillet, juste entre les framboises non remontantes qui produisent en juin et les framboises remontantes qui produisent plus tard en août et septembre. Donc, c'est vraiment une très, très bonne plante, très belle. La floraison est belle, le bois est beau et le fruit est bon. Et en général, pas pris par les oiseaux. Et puis, à droite, c'est une toute nouvelle framboise qu'on commence à trouver dans les jardineries. Et c'est une framboise avec un feuillage doré, donc particulièrement belle dans nos jardins du Nord, puisque le feuillage doré ne grille pas au soleil ou à mi-ombre. Hein, les framboises adorent la fraîcheur. Et comme vous le voyez, c'est aussi une plante qui est très productive. Alors, quand on a très peu de place et qu'on peut mettre qu'un pied de framboise en pot dans un coin du balcon, eh bien, on a à la fois de la couleur dans les feuilles et des très bons fruits à manger. Il s'appelle Groovy. Alors, c'est moi, c'est une de mes plantes préférées aujourd'hui. C'est des trèfles, en fait, des oxalis. Les faux trèfles. Les faux trèfles. C'est très intéressant, et là il y en a énormément. Il y a plusieurs pépiniéristes qui vont sortir énormément de variétés l'année prochaine, enfin cette année, cet automne, en vente par correspondance, et c'est assez intéressant parce que la fleur est comestible, la feuille est comestible, on va avoir pareil un petit goût acidulé, et ce qui est assez intéressant par exemple sur celle qui a un feuillage légèrement bronze, qui est Oxalis vulcanicola, c'est que le revers de la feuille n'est pas la même couleur que la feuille. Donc, on va pouvoir en position le recto verso des feuilles, et c'est vraiment fantastique. C'est une plante alors qui n'est pas rustique, qu'on peut, moi je garde là, dans mon jardin d'hiver très 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 bien. Ça se bouture comme du chien dent, et ça tous les chefs cuisiniers aujourd'hui en France, tous les 3 étoiles, etc., m'en parlent. Anne-Sophie Pic, la grande chef, la chef la plus étoilée au monde, m'appelait ce matin encore pour lui en donner des dizaines de boutures, et je ne vous dis pas les quantités qu'elle voulait.
Hugo Rollinger, le fils d'Olivier, 3 étoiles Michelin également, nous en demande. C'est vraiment une plante qu'ils adorent parce qu'elle est très facile à cultiver, elle est très intéressante et elle a une feuille très fine. Tout à l'heure, Didier parlait de la prime vert. Alors parfois, la fleur, si vous essayez de manger une fleur de prime vert, ça va vous paraître assez gros en bouche. Donc, il ne faut pas hésiter à faire disséquer la fleur et d'utiliser juste, par exemple, les pétales pour que ça soit plus agréable en bouche. N'oubliez jamais, en termes de cuisine, que c'est un plaisir et que ça doit être agréable et que vous devez vous faire plaisir. Donc, si la fleur est trop forte en goût ou peu agréable en bouche, voilà, il ne faut pas hésiter. Là, il y a plein de mélanges, il y a plein de fleurs qui se mangent sur cette photo. Alors, sur la photo de gauche, c'est une photo prise chez nos amis de Thierry et Monique Dronet à Berchigrange. Il y a deux plantes. Il y a la monarde, qui est une plante nord-américaine qui est très utilisée par les Premières Nations en Amérique du Nord et qui est très, très intéressante. Elle qui va aller plutôt sur des desserts. C'est plutôt une plante qu'on va utiliser en dessert, qu'on peut faire infuser. En infusion également, c'est très, très bon. Et la fleur peut être superbe pour parfumer des salades de fruits, une crème type chantilly. Ça peut être absolument fantastique. Et puis, les phlox, vous allez voir sur la photo de droite, mais ici également, hein, il y en a d'autres variétés aussi ici. Le phlox est lui également très intéressant, avec un goût plus neutre. Une saveur beaucoup, beaucoup plus neutre, mais intéressant pour colorer une salade. Alors, on va avoir le goût d'une feuille de chêne, hein, globalement, mais c'est par sa diversité de couleurs et par aussi le type d'inflorescence. C'est-à-dire que le fait d'avoir des inflorescences, c'est assez intéressant parce qu'on peut piquer 4-5 fleurs sans véritablement que ça se voit. Et là, le jardin n'est pas abîmé et les fleurs sont maintenues. Ça, dans une salade. Et je suis persuadé que certains d'entre vous ont des phlox dans leur jardin. Ça, c'est une de nos plantes préférées à tous les deux, je pense. Oui, les agastaches. Les agastaches, alors les agastaches, c'est vraiment un groupe de plantes qu'on a beaucoup utilisé en termes de fleurissement depuis dans les villes fleuries, dans certains jardins. Donc, on va trouver des agastaches en fait sur le continent américain et sur le continent asiatique. Donc, deux types d'agastaches, soit les agastaches qui viennent de Corée, sud de la Chine, Corée, qui sont assez intéressantes, et toutes les agastaches américaines qui sont également intéressantes. Les agastaches asiatiques sont beaucoup plus rustiques. Ici, elles ont tenu à -14 cet hiver pendant quelques jours, donc beaucoup plus rustiques que les américaines, mais les américaines sont plus intéressantes parce qu'elles ont en général un feuillage beaucoup plus parfumé. Et là aussi, les jeunes feuilles, alors là, si vous prenez juste une jeune feuille, par exemple, comme ici, on va trouver des choses, des parfums très mentholés, certains qui vont être beaucoup plus presque camphrés, etc. Ouais. Et les fleurs, alors là, on a sur cette variété-là, on a des fleurs assez grandes. Ici, on a des fleurs qui sont beaucoup plus petites, hein, les inflorescences sont quant à elles beaucoup plus grandes, et on peut vraiment créer des choses très, très, très intéressante. Moi, là, cette année, je dois avoir une trentaine de variétés d'agastaches qu'on est en train de tester. Et il y a des choses qui sont vraiment, vraiment fantastiques. En salade, avec une salade de fruits. Et globalement, sur un terrain drainant, ça pousse très, très bien. Et ça pousse aussi bien également dans des grandes potées. Je ne sais pas si tu veux ajouter des choses. Non, moi, je n'arrive pas à les garder vraiment d'une année sur l'autre, mais c'est toujours un plaisir d'en avoir un ou deux pieds. De toute façon, ça suffit. Il y a énormément de choses à cueillir dessus, donc voilà, c'est toujours très bien. Ça permet de changer aussi chaque année. On change les menus, en fait, chaque année. Alors ça, c'est aussi une de nos plantes, enfin, une de nos groupes de plantes préférés sont les sanguisorbes. Alors les sanguisorbes sont absolument fantastiques. Elles vont en bouche, je laisserai Didier parler de l'aspect esthétique, elles ont en bouche une saveur qui va aller entre le concombre et la noix verte. Je pencherai un peu plus sur la noix verte en mâche,
très, très, très intéressantes et il y a énormément de choses. Et au jardin, elles sont également extrêmement esthétiques. Et on trouve à la fois des sanguisorbes, des pimprenelles, comme on peut également les appeler, des sanguisorbes qui sont globalement à grandes feuilles, à toutes petites feuilles comme celle de droite, ou à feuilles beaucoup plus grandes comme celle de gauche. Et celle de gauche, qui est vraiment une plante extraordinaire en cuisine, c'est qu'elle est très, très, très fine. Et on est en train, avec plusieurs chefs cuisiniers, là, de travailler sur des maquis qui pourraient être roulés justement avec des feuilles de cette sanguisorbe. Oui, elle a à la fois grande et fine. C'est la sanguisorbe Armena Château Sforme, donc, qui vient de chez Bête Château, sélectionnée par elle, avec une couleur de feuillage vraiment très bleue, et c'est vraiment sublime au jardin. L'autre à droite, c'est Little Angel. C'est une toute petite sanguisorbe, minuscule, mais panachée, donc on la remarque très très bien, à mi-ombre avec les fougères peintes japonaises. Elle est remarquable. Et puis, vous voyez, là, c'est pris dans une chaire. Voilà, c'est une petite plante prolifique avec des petites fleurs en boule rouge sur des tiges de 15-20 cm. Donc, c'est très fin, très léger. Ça vit très, très bien en pot. On ne sait pas s'en passer. Il suffit d'un pied pour garnir de nombreuses salades ou de nombreuses assiettes. C'est Thierry Delabroix qui vend ça dans la région. Donc, on peut s'en procurer assez facilement chez lui. Donc, enfin, c'est bon, c'est vrai que le temps nous est un petit peu compté. Alors, dans Oui. toutes les plantes belles et comestibles, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver presque 1000 plantes qui sont à chaque fois décrites soit par leur situation au jardin, soit par leur situation, enfin, non pas, et par leur situation, comment les utiliser en cuisine, et les cultivars, les principaux cultivars assez intéressants, des plantes qu'on va trouver partout, aussi quelques raretés, Oui. et puis des témoignages de grands chefs, ici par exemple Michel Brasse, mais qui ne vont pas nous parler de cuisine, ils vont tout simplement nous parler de leur rapport à la beauté des plantes. Et puis, bien évidemment, vous allez retrouver des recettes de cuisine. Il y a une vingtaine de recettes, il y a 1000 plantes, il y a près de On a 35 étoiles, 34 6 étoiles, étoiles. 36. On n'a pas fait exprès. 36 étoiles au guide Michelin. Donc voilà. Voilà, donc c'est un livre pour le plaisir des yeux et aussi pour se régaler, et puis peut-être de nouvelles idées au jardin. Et pourquoi pas, en étant un petit peu prétentieux, peut-être vers une nouvelle façon de faire son jardin et d'en tirer encore plus de plaisir. Voilà. Sachant qu'on nous avait posé plusieurs fois la question où est-ce qu'on le trouve en Belgique, dans toutes les librairies, les Voilà. éditions Humeur est le premier éditeur de livres de jardin en langue française. Donc, dans toutes les librairies, vous allez pouvoir le trouver. Et bien évidemment, dans les plateformes, les grandes plateformes de vente par correspondance de type Fnac ou de type même Amazon, ou alors directement chez l'éditeur. Je pense qu'on doit être en mesure de le trouver. Oui, oui, pas de souci. Voilà, Valérie, en ayant Merci. un tout petit peu Ah, notre… écoutez, il n'y a pas de problème, c'était vraiment super intéressant. Merci beaucoup parce que, bon, pour l'instant, pour nous, c'était vraiment tout le plaisir des yeux. Honnêtement, vos jardins sont absolument magnifiques. Ça donne vraiment envie de venir les voir en live, comme on dit. C'est super beau. Et si on en a autant de plaisir gustatif que visuel, ça doit être absolument magnifique. Donc, merci beaucoup pour cette présentation. Alors, il n'y a pas de questions. Moi, j'allais simplement peut-être vous demander voilà, quelque chose qui me taraude un petit peu. On constate même beaucoup de sécheresse ces étés, là, depuis quelques années. Est-ce que ces différentes plantes auxquelles vous faites allusion, ces fleurs, est-ce que vous constatez qu'elles souffrent des étés caniculaires, et est-ce qu'il y a des plantes des fleurs auxquelles vous avez fait allusion qui vont disparaître d'après vous, ou c'est toujours faisable de les planter encore maintenant? Non, vous savez, la sécheresse est absolument pas un problème quand on cultive énormément de plantes différentes. C'est la diversité qui sauve le jardin. Alors, pour mon expérience personnelle, l'été dernier, 5 mois de sécheresse, zéro arrosage.
Et pourtant, j'ai pu continuer à me régaler des plantes à la fois visuellement et gustativement. Euh, Parce que quand les plantes sont serrées, et c'est pour ça que j'insistais tout à l'heure un petit peu, évidemment, il faudrait entrer davantage dans le détail, mais sur la plantation en écosystème, un petit peu en singeant une prairie, en copiant une lisière, en copiant des bosquets de sous-bois, on utilise les plantes là où elles doivent pousser dans les sols et les microclimats qu'elles doivent pousser. Si c'est un peu plus sec, eh bien, il y a des plantes qui résistent au sec. Si c'est un peu plus humide, il y a des plantes qui résistent à l'humidité. Mais pour être un petit peu plus complet dans la réponse à votre question, oui, il y a des plantes de toute façon qui supportent très très bien la sécheresse et qui sont comestibles. J'en veux pour preuve les sédums, par exemple, qu'on n'a pas abordé, mais la plupart des sédums sont comestibles. Certains ont un goût extrêmement poivré, d'autres sont plus simplement frais, croquants, comme des petits pois. On a l'impression de manger du petit pois frais vert. Ceux qui font des énormes têtes, on peut même les cuire à la façon de brocolis. Donc, vous voyez, on a toujours des ressources. Mais grouper les plantes, mélanger les planter très densément en copiant des écosystèmes, de cette façon, d'abord, il n'y a pas de place pour les mauvaises herbes, hein. Il n'y a jamais de terre nue dans mon jardin, jamais, jamais, jamais. Euh, et on se rend compte que quand les plantes sont serrées, elles génèrent leur propre microclimat et elles génèrent leur propre humidité. C'est-à-dire qu'avec la fraîcheur de la nuit et la condensation de l'air le matin, vous avez des gouttes d'eau qui ruissellent le long des plantes et qui les abreuvent directement aux pieds. Chose qu'on n'a pas quand on met les plantes simplement les unes à côté des autres, et comme c'est souvent le cas dans beaucoup de jardins, avec un espace bien propre et bien nettoyé entre deux. Là, c'est un désert, c'est des plantes dans un désert. Alors que quand on les regroupe et qu'on les imbrique les unes dans les autres, c'est vraiment ça le, Oui. principe, la chose à comprendre. Et bien là, on s'affranchit de la plupart des intempéries. Ah, bah écoutez, merci, ça c'est vraiment intéressant et vous l'aviez déjà expliqué avec votre arbre fruitier et les Oui, plantes qui étaient en dessous. Oui, c'est vraiment voilà, c'est ça. intéressant. Mais ce genre de conseils, on les retrouve également dans ce livre aussi ou plutôt dans Alors, d'autres livres pour savoir les plantes qu'on peut organiser ensemble et qu'on peut planter les unes près des autres? un peu, mais c'est un sujet que j'avais un peu plus développé dans Dingue de plantes, Mhm. le précédent best-seller, mais qui malheureusement est épuisé maintenant, hein. C'est un bouquin qui a 6 ans déjà, et donc Ah voilà, oui, qui est épuisé. Et j'en prévois un autre avec évidemment un état un petit peu plus avancé sur mes observations. Mais ce que je vous dis là, voilà, ce sont des choses que moi j'ai observées chez moi avec ces systèmes incluant des comestibles, mais c'est également visible au Vasterival sur 12 hectares avec les 8000 variétés de plantes dans des biotopes, dans des milieux à la fois très secs, très concurrencés ou au contraire très humides. Voilà, des types de sols et des microclimats différents. Et ça se vérifie à chaque fois. Là-bas, c'est pareil, on ne peut pas arroser, donc, mais on a fait face très très bien à la sécheresse et on n'a pas dû rabattre tous nos hydrangeas comme ça a été le cas à Shamrock, par exemple, à quelques kilomètres de là. c'est ça. Et j'imagine que ce beau jardin est ouvert aux visiteurs. Il se Le visite. mien? Non, le Non, 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 le Vasterival. jardin de Vasterival. Oui, oui. Le Vasterival est ouvert aux visiteurs à partir du 19 mai, tous les jours de la semaine, à 11 heures. Chaque matin, il y a une visite sans rendez-vous maintenant, à 11 Ah, heures. d'accord. Voilà, on arrive entre 10h30 et 11 heures et on ferme le portail à 11 heures et on commence la visite à 11 heures. C'est ça. Avec Mon- un guide, Avec un guide, oui, c'est oui, ça. avec un guide. D'accord. OK. Ah, mais écoutez, Euh, et c'est mon bon à propre savoir. jardin peut être ouvert sur rendez-vous pour des petits groupes. Oui. Et vous habitez dans quel coin? Si un jour on J'habite parle. près de Béthune, dans le Pas-de-Calais. D'accord. Donc il faut presque combiner les deux alors. Il y Passer a chez 2 heures vous de et puis route rester. entre, Oui, entre quand mon même. jardin et Vasterival, donc ce n'est Oui, pas c'est le quand même même. jour. Voilà, si vous On aimez prépare prendre un votre… mini trip de visite de jardin. Voilà. Très bien. Mais écoutez, en tout cas, c'est vrai que c'est très tentant quand on voit la beauté de vos jardins. Enfin, bon, moi, j'adore la nature, j'adore les plantes, les fleurs, et vraiment, ça donne très, 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 très envie. Et j'ai retenu également deux choses, c'est qu'on pouvait quand même pas manger tout ce qu'on croit, donc il faut faire très, très attention, comme vous dites, au niveau Quand de même, oui. plantes. Mais Oui, bien. avec un bon guide, voilà, toutes les plantes dont on parle sont bien illustrées, donc je pense qu'on peut les reconnaître assez facilement. Magnifique. Très bien. Ben, écoutez, comme le sujet était extrêmement étayé, il n'y a évidemment pas de questions. Je pense que le livre aura probablement
son succès auprès de quelques personnes. Donc, toutes les plantes belles et comestibles. Et on peut, comme vous dites, les trouver à Bruxelles, certainement dans les grandes librairies comme Filigrane, certainement. Oui, oui. Voilà, il y a Gédémon qui vous remercie, qui vous félicite pour la présentation. En tout cas, un grand merci parce que vraiment, ça donne très, très, très envie. C'est beau et on a envie de goûter tout ça aussi. Merci beaucoup et j'espère que les participants en ont retenu quelque chose et vont prendre leur pelle demain et vont acheter leur petite plante et s'adonner au plaisir du jardin, du potager. Merci beaucoup et bonne fin de journée à tous. Merci. à vous À et très à bientôt. Au revoir. À Merci. très bientôt. Oui, au revoir, merci. Au revoir. Merci Pascal. Et merci beaucoup à toi, Dominique, évidemment, puisque c'est tout de même grâce à toi aussi qu'on a eu Didier et Pascal. C'est un sujet vraiment, enfin, personnellement, passionnant. Et je suis très admirative de leur travail, extrêmement Merci. admirative. Bravo, merci et très bonne continuation à vous et une excellente soirée. Merci, à À bientôt. bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir Pascal. Au revoir Didier. Merci, au revoir. Au revoir. Merci Pascal. À bientôt. Merci. Oui, très bientôt.